Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 du podcast Entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes et le Subtis. Donc je le rappelle, ce podcast est produit par des jeunes entrepreneurs pour des jeunes entrepreneurs et l'idée c'est de partager le processus entrepreneurial de chacun, de l'idée au service après-vente, à la croissance de l'entreprise en suivant des exemples de jeunes entrepreneurs. Donc je suis toujours Manon, étudiante à l'ENSAT, étudiante ingénieure à l'ENSAT et je suis aujourd'hui avec Thibaut et Judy Kael. Thibaut, donc... Je suis toujours élève ingénieur à l'ENSAT. J'ai été étudiant à l'IGR en management d'entreprise. Et je suis toujours président de Stéphano. Très bien. Et Judy Kael, du coup, si tu peux te présenter. Je me présente, Judy Kael Rouault, donc je suis en BUT MMI en 3e année. Je suis une formation donc en alternance et j'accompagne Thibaut qui est juste devant moi dans tous les côtés de la communication. Voilà. Ok. Et c'est son premier jour d'alternance Exactement. avec moi aujourd'hui. Eh bien, bienvenue chez Stéphano et dans ce podcast. La semaine dernière, avec Thibaut, nous avons parlé des canvas et des business models. Donc, on les a définis et expliqué les étapes qui les composaient. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de prolonger cette discussion, de rappeler ce qu'est un business model et de savoir ce que vous, dans vos projets passés et présents pour toi, Thibaut, savoir ce que vous avez pu utiliser. Voilà. Oui, parce qu'on peut préciser aussi que Judy Kael, tu as été étudiant entrepreneur l'année dernière. Exactement. Et que tu avais fait un projet. C'est ça, mais ça s'est terminé récemment. Ok. Donc je vais en parler un peu. Très bien, ça nous donnera un point de vue différent. Donc Thibaut, si tu peux nous rappeler les formes de business model peut-être rapidement. Alors très rapidement, on a 6 grandes familles de business model comme on avait vu. On a le premium, c'est l'achat, on achète une fois et on a pour toujours. Le freemium, les plateformes de musique où on va avoir du gratuit et puis différents plans d'abonnement possibles, sachant que les marques ont des stratégies pour faire payer toujours plus. Du ad-funded, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube par exemple. Le modèle abonnement, Tinder par exemple. Juste un exemple. Hein. Ou le leasing de voitures automobiles pour faire quelque chose d'un petit peu plus classe. On a le modèle SaaS, comme Google Drive ou Klaxoon. Donc Software as a Service, juste exactement, pour donc c'est un logiciel qui est directement accessible en ligne sans avoir besoin d'installer. Et les modèles avec commission, comme par exemple Uber ou Airbnb, qui prélèvent une commission pour gagner leur vie, entre guillemets. Très bien. Et donc pour arriver à sélectionner un business model parmi ces différentes familles, on peut utiliser 3 canvas différents, donc le Lean Canvas, le Business Model Canvas ou le Design Thinking. Alors, petite précision, le Design Thinking, c'est pas un canvas, mais c'est une méthode pour définir un produit. Et derrière de la définition du produit, on va pouvoir découler un business model. Très bien. Et donc si j'ai bien compris des discussions que nous avons pu avoir sur les épisodes précédents, toi en tout cas Thibaut, tu as moins utilisé le Lean Canvas que le Business Model Canvas et le Design Thinking. Effectivement, le Lean Canvas, c'est essentiellement faire vraiment au tout début, très rapidement, on l'a utilisé 2-3 fois, à tout casser. Après on s'est vraiment concentré sur le Business Model Canvas et on l'a pas dit la dernière fois, mais une fois qu'on a un business model canvas, c'est un truc un petit peu visuel. Derrière, on va passer sur le business plan, qui est un document écrit qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus complet. Et dont on va parler dans un épisode à venir. Je pense qu'on en parlera, oui, un jour. C'est important. Mais voilà, donc maintenant, on n'utilise plus trop le business model canvas. On revient de temps en temps dessus, mais on l'utilise plus trop. Ok. Et toi, Judy Kael, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet que tu avais, comment il a été lancé, est-ce que tu étais tout seul, en quoi ça consistait? Ok, donc voilà, moi j'ai intégré avec un copain à moi, on a voulu créer un projet qui s'appelait Candide du coup. Donc c'était une application qui permettait aux étudiants de trouver une alternance ou un stage dans les domaines de la création. Donc la création, c'est tout ce qui est design, quelque chose qu'on montre réellement. Donc voilà. Côté un peu créatif de... Exactement, c'est ça, genre la création... Le mot création, je ne sais pas la création en général, mais vraiment la création, le fait de designer quelque chose. En fait, on voulait vraiment axer les étudiants qui, par exemple, sur un CV, quand on fait du design, c'est compliqué de montrer ses compétences. D'accord. Donc là, on voulait vraiment mutualiser un portfolio. D'accord. Pour montrer ses compétences réelles et pour avoir
des opportunités des derrière. Opportunités, exactement. Et on parle, enfin souvent quand on est en entrepreneuriat, la première question c'est quel est le besoin utilisateur, quel est le problème, pourquoi vous avez voulu lancer ce projet-là, quel était le problème à régler? Là, c'était plus un problème de beaucoup d'étudiants dans les domaines de la création ont énormément de difficultés à trouver des stages et des alternances. Parce que c'est un milieu fermé? Exactement, il y a énormément de concurrence, beaucoup de gens, et puis même comment dire, le fait de trouver, comment trouver un stage, c'est souvent ça se fait sur le bouche à oreille. Donc par rapport au contact, plus tu as de contacts, plus tu vas trouver. Ouais. Et justement, c'était un problème qu'on voulait régler. D'accord. Donc montrer ses compétences réelles. D'accord. À sa juste valeur. Et en face, il y avait une entreprise qui validait ou pas ses compétences. Enfin, c'était vraiment comme sur une application de rencontre où vous avez rencontré les entreprises et les les étudiants. Candidats. Et voilà, c'était un match au niveau des créations qu'ils pouvaient proposer. D'accord. Okay. Et donc, par rapport à ce dont on discutait à l'instant, vous avez pu utiliser ces outils-là, du coup, de Canvas, le design thinking peut-être? Oui, du coup, le modèle Canvas, on l'a utilisé. Donc, on n'a pas encore... on s'est un peu arrêté avant d'établir notre business model. D'accord. Donc, nous, on partait sur deux business models, pardon. Donc, avec un gratuit qui était pour les étudiants. D'accord. Et un abonnement, du coup, pour les entreprises. D'accord. Donc, voilà, avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc, accessible. Exactement, c'est ça. Donc plus tu payais, plus tu avais des choses en plus. Voilà. D'accord, donc, très bien. Un projet de business model, c'était pas incompatible. Oui, c'est ça. Et toi, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus d'établissement de ton business model? Le business model, c'est déjà comme je dis j'ai fait face à un problème du quotidien. On retrouve pas facilement ces bouteilles de vin dans sa cave. Et il y avait d'autres problèmes annexes avec. Essayer d'identifier. On a dit la dernière fois, la première case à remplir, c'est qui est notre client, qui va payer pour avoir notre solution. Et donc on s'est dit, a priori il y a les particuliers, mais est-ce que tous les particuliers sont intéressés, etc. Donc je pense que c'est un peu comme Judical, mais on va faire pas mal d'études de marché aussi pour valider que il y a la clientèle, le besoin il est là, et la proposition de valeur elle est cohérente. D'accord. Et une fois qu'on a le client, la proposition de valeur, on va continuer à construire notre business model Canvas pour arriver à quelque chose de beaucoup plus global et d'avoir un business model. Ok. Et donc pour ça, comme on l'avait évoqué au premier épisode, tu as pu faire des focus group, et ça fait partie de la démarche design thinking. Ça fait partie de la démarche design thinking, elle est absolument pas obligatoire. D'accord. Par contre, c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire, qui est même sympa à faire. L'objectif, ça va être de réunir des gens en fait au même endroit, et ça a plusieurs objectifs, on va dire, différents. Le premier objectif, c'est de faire du design. Donc ça va être de définir, de construire par exemple un prototype ou quelque chose comme ça pour voir un peu vers où on va, ce que les utilisateurs ont besoin. Mais ça nous permet aussi, et c'est à mon sens très important, aussi important que l'autre, c'est de valider ce qu'on prévoit en business model. D'accord. Et après ça, une fois qu'on a fait ces ateliers de design thinking, on va pouvoir revenir sur le business model Canvas. On revient dessus, on va ajuster les choses par rapport à ce qu'on a vu. Éventuellement, on va faire un deuxième atelier de design thinking pour confirmer, et on avance comme ça en fait. C'est de l'itératif. On y va petit à petit. Et toi, Judicael, du coup, tu as créé ce projet-là quand tu étais à l'IUT, toujours. Exactement. Et est-ce que tu as pu en discuter peut-être de manière moins formelle qu'un focus group, mais avec d'autres étudiants peut-être de ta promo oui, projet oui, exactement. Nous, on a eu de la chance d'être entre guillemets accompagnés par d'autres étudiants. Donc c'était au cours de l'année, on avait des essais. Bon, je vais pas revenir dans les détails de ce que c'est, mais du coup, on a pu travailler sur le projet. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes sur la vision de pensée du projet. Donc c'est ce qui a fait que on a eu des petits désaccords au sein de l'équipe. D'accord. Et ça a posé des petits problèmes. Mais forcément, c'est le fait de travailler en équipe, même si on a des désaccords, ça permet de poser les choses bien et de pouvoir avancer au fil du projet.
À noter que l'une des premières causes, pour pas dire la première cause d'abandon, d'échec des projets, c'est souvent des problèmes en interne dans l'équipe, des visions qui vont être un petit peu différentes, donc c'est pas étonnant, mais c'est pas dramatique en soi. Et ça fait partie du processus d'entrepreneuriat. On peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'échecs. Je dirais pas oui, on peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'échecs, mais ça reste pas des échecs. Qu'il soit petit ou gros, évidemment. Pour moi, il n'y a pas d'échecs. En soi, c'est des erreurs qu'on va apprendre à éviter. Après, moi j'ai envie de te poser une question, Judy. C'est suite à ça, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça te motive toujours autant? Qu'est-ce que tu en tires en fait de tout ça? J'en tire de bonnes choses, du bon sens dans le travail d'équipe en général, de nouvelles compétences acquises, forcément, de l'autonomie, de plein de choses comme ça. Et ouais, c'est vrai que là, c'est entre guillemets un échec, mais le projet, voilà, il n'était pas abouti, c'était qu'un début. Mais voilà, pourquoi pas rebondir sur d'autres choses, sur d'autres projets après. Voilà. Est-ce que tu as des regrets par rapport à tout ça? Non, en vrai, aucun regret, ça qui était bénéfique. Donc, voilà. Et au niveau de la charge de travail, études, plus ton entreprise, c'était peut-être trop conséquent ou qu'est-ce que t'en retires de ça? Ouais, ça a posé un petit problème parce que forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens un petit peu plus motivés que d'autres. Donc il y a des gens, ils priorisaient l'école. D'accord. Et d'autres, ils priorisaient le projet. Du coup, ça a fait que on n'était pas sur des mêmes terrains d'entente. Donc voilà. Ok, très bien. Pour revenir au Focus Group, Thibaut, moi ma question c'est comment est-ce que tu as créé ce groupe-là? Alors comment j'ai créé le groupe? Je me suis dit il faut faire un Focus Group avant de commencer. Pour créer le groupe, je pense que quand on fait des Focus Group, quand on fait du Design Thinking, le plus important c'est d'avoir un bon groupe. Il faut que ça fonctionne parce que sinon on va rien pouvoir en tirer. Pour moi, il faut à la fois de l'homogénéité, mais aussi de l'hétérogénéité. C'est-à-dire que, dans notre cas, pour donner un petit peu le profil des personnes qui étaient là, on avait 2 ou 3 élèves ingénieurs, on a eu 2 étudiants de l'IUT, dont un qui était étudiant entrepreneur, donc qui connaissait déjà un petit peu ce type de démarche. On a eu 2 personnes qui étaient salariées de l'ENSAT. D'accord. Une personne qui travaillait par exemple à la Technopole, donc c'est des profils un peu variés. On a eu un retraité, on a eu un caviste, on a eu 2 personnes qui travaillent à la Technopole qui nous accompagnent aussi. Le but, c'était vraiment d'avoir un petit peu toutes les parties prenantes du projet, parce que on a besoin des avis un petit peu de tout le monde. Et une fois qu'on a toutes ces parties prenantes du projet, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait 10-12 personnes là que j'ai citées. Si toutes les personnes, en fait, 10-12 personnes travaillent ensemble sur la même tâche, ça devient un peu la cacophonie. Pour autant, il faut que les groupes soient suffisamment, on va dire, volumineux, qu'il y ait suffisamment de monde dans chaque groupe pour pouvoir favoriser un petit peu l'intelligence collective, la créativité de chacun. Et dégager les idées du groupe, quoi, vraiment. C'est ça, et que tout le monde puisse apporter. Et au final, on a fait 2 groupes qui travaillaient sur 2 thématiques différentes, mais qui étaient qui étaient liées à notre projet, et les thématiques étaient même un petit peu liées entre elles. Ils ont travaillé vraiment sur, ils ont fait les 6 mêmes ateliers, mais sur 2 thématiques. Et au final, il se trouve que dans le groupe, dans un des groupes, il y avait une personne qui n'aime pas le vin. D'accord. On parle de vin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui se sont mis dans son groupe, il y en a un moment qui s'est dit « Ok, mais telle personne, elle aime pas le vin, ou elle aime pas choisir du vin, il faut qu'on se mette à sa place pour comprendre pourquoi elle aime pas ça, pour pouvoir voir ce qui va pas. » Et ça a été formidable, parce que ça a permis de dégager vraiment plein de choses. D'accord. Ok, donc ça, c'était donc un petit focus sur les focus group. Judy Kael, je reviens vers toi. Suite à cette expérience entrepreneuriale, est-ce que tu aurais des conseils à apporter à des personnes qui voudraient se lancer éventuellement? Oui, faut être. Je pense que le premier point le plus important, c'est être motivé, avoir de l'ambition et se projeter dans le futur. Après, comme on l'a dit, comme on le dit souvent, l'argent c'est pas ce qui compte le plus.
un projet, faut l'aimer, faut l'apprécier, faut être passionné parce qu'on fait. Exactement, faut être passionné par ce qu'on fait. C'est pour moi le plus important. Puis autrement, ça fonctionne pas forcément. Ok, très bien. Et Thibaut, déjà, est-ce que tu as de même des conseils à apporter à des futurs entrepreneurs et éventuellement des petits icebreakers, des choses comme ça à mettre en place quand on travaille en équipe? Carrément, déjà il y a les ça fait très bateau, mais effectivement avoir une équipe qui s'entend bien, ce genre de choses. Alors les petits icebreakers, les petits tips, c'est des choses qu'on peut utiliser soit en équipe ou en interne, le matin pour démarrer une journée, une réunion, pour que tout le monde soit un petit peu d'accord. Ça permet aussi, nous on l'a fait dans le cadre du Focus Group, on avait fait un icebreaker qui s'appelle le portrait chinois. Je pense que pas mal de gens vont connaître, mais on a certaines catégories, donc par exemple un animal, si j'étais une personne inspirante, si j'étais une couleur. C'est des choses que je fais, que moi je réutilise aussi en cours avec des étudiants à qui je donne des cours. Et ça permet de, comme son nom l'indique, briser la glace et de tout de suite avoir des interactions, et souvent c'est positif, les gens vont rebondir les uns sur les autres, etc. De bien de pas laisser de malaise entre les personnes, que ce soit au sein d'une équipe ou au sein d'un groupe quand on travaille avec eux. C'est toujours très intéressant. Et donc ton expérience entrepreneuriale t'apporte finalement des clés pour ta vie quotidienne, et j'imagine que pour toi, Judicaël, c'est un peu pareil, tu dois avoir des choses que tu retires de cette expérience qui te resservent tous les jours. Oui, forcément. Même en cours. En cours, en vrai, moi je dirais que c'est le fait de surmonter des difficultés plus facilement. Quand il y a un problème qui peut survenir dans un projet en cours, dans un projet avec d'autres étudiants, nous on va tout de suite avoir ce côté à être plus... à ne pas se laisser submerger. Ne pas se laisser submerger par les émotions. Okay. Et ça, je pense, c'est le point clé qu'on a, nous, les entrepreneurs, et qui nous permet, du coup, dans des projets, de rester focus. D'accord. 100%. Moi, je rajouterais un truc. Il y a chacun ses petits trucs spécifiques qu'il va en tirer, et c'est pas le cas de tout le monde. Quand on est entrepreneur, notamment quand on est accompagné par Pépite, etc., on a souvent beaucoup trop, je sais pas, de présentations à faire, de pitch à faire. D'accord. Et à la fin... Je compte plus le nombre de pitchs que j'ai fait, mais à la fin, en fait, on est rodé, on sait parfaitement ce qu'on va dire, et surtout le stress qu'on a avant de parler, peu importe la situation, finalement, il est un peu évacué parce qu'on a l'habitude de faire ce genre d'exercice, et cette aisance à l'oral, c'est quelque chose qui, je pense, est importante dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Et puis même niveau gestion du stress, je pense que vous êtes pas mal du coup. Oui, des fois on fait des choses et on se rend compte après, on se dit ah oui quand même. D'accord. Sur le moment, on se rend pas compte des choses, et quand on regarde une semaine, un mois, 2 ans après, on se dit ah oui quand même j'ai fait ça, je sais pas comment j'ai fait. Et même les gens nous disent, ils nous voient faire, etc. Et puis ils sont là, mais comment tu fais ça quoi ? Comment c'est possible ? Mais même l'équilibre finalement, vie personnelle, vie scolaire et vie d'entrepreneur, finalement ça doit pas être simple à gérer. Il y a certains entrepreneurs, et je partage facilement leur vision. C'est en fait, on est en permanence sur un fil, et en permanence on va s'équilibrer, on va tomber d'un côté, tomber de l'autre, et toujours se rattraper vraiment à la limite de la chute. Et c'est pas simple à gérer, c'est beaucoup de pression, ça peut mener des burn-out, mais en même temps on kiffe tellement ce qu'on fait que finalement c'est pas très grave. Ok, et donc toi, Judicaël, malgré que le projet se soit achevé, t'en retires quand même énormément de choses, peut-être un peu de fierté d'avoir fait cette expérience-là. Ouais, de la fierté forcément, du courage aussi, parce que c'est pas simple de se lancer dans un projet, surtout avec un copain, parce que moi je me suis lancé avec un copain. Des tensions aussi peut-être. Aussi, pas forcément, moi ça s'est plutôt bien passé. Ok. Mais sur le long terme, comme j'ai dit précédemment, la vision des choses ont fait que on s'est séparés d'un point de vue projet, là je parle pas d'un point de vue personnel. Mais voilà. C'est pas facile de se lancer avec un copain, mais c'est pas pour autant facile de se lancer soit tout seul, soit avec des gens qu'on connaît pas. Faut trouver les bonnes personnes, puis le bon terrain d'entente aussi, et puis
des personnes motivées, c'est le plus important, je pense, dans un projet. Il n'y a rien de facile et voilà, faut se trouver soi. C'est la base. Et une fois qu'on a réussi à se trouver soi, c'est de trouver les personnes qui vont nous être complémentaires. Ça sert à rien d'être deux à faire la même chose. C'est une perte de temps. Je comprends. Très bien. Et donc, Thibaut aussi, pour résumer, toi, tu as pu utiliser le business model Canvas, le design thinking pour arriver à ton business model. Et toi, Judicaël, tu as pu utiliser plus le business model Canvas. C'est ça, exactement. Après, ça va être des outils qu'on utilise à des temps différents, donc peut-être que tu as arrêté avant d'avoir eu besoin d'utiliser le design thinking. Peut-être, c'est exactement ça. Moi, je me suis... le modèle Canvas, je l'avais entre guillemets à peu près terminé, mais c'est vrai que moi j'ai fait toute une part avec des études de marché, donc peut-être qu'on va en revenir plus tard dans des prochains épisodes. Mais forcément, toute l'étude de marché, c'était là où il y avait le plus de boulot à faire, parce que fallait trouver entre guillemets le loup, là où il pouvait avoir des erreurs, là où la concurrence pouvait être rude exactement. Très bien. Eh bien, Thibaut, Judicaël, merci beaucoup. Merci Manon. Sur le prochain épisode, on va discuter des structures d'accompagnement, donc en compagnie de Barbara Prudhomme de Pépite et d'Estelle Keraval de la Technopole Lannion-Guingamp. Donc pour ne pas rater cet épisode, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Et merci encore à vous deux. Merci Manon, et puis merci à nos partenaires qui soutiennent ce podcast, l'ENSAT, l'Université de Rennes, la Fondation Rennes 1 et la Technopole de Lannion-Guingamp qui nous accompagnent dans le projet, donc dans ce podcast. Et on se retrouve au prochain épisode. Voilà, et puis merci à vous de nous écouter aussi. Merci.